et Laetitia qui m'accompagnera sur l'interprétation des extraits qu'on va vous diffuser, parce que c'est en relation avec un chapitre pour le tome 2 que nous avons écrit ensemble, mais qui s'appuie d'abord sur finalement une contribution donc, que j'avais apportée dans ce tome 1, avec finalement ma casquette d'ancienne directrice d'établissement, et je m'étais appuyée dans ce tome 1 sur un ensemble de films français et américains qui se passaient pour la plupart dans des établissements dits difficiles, des établissements ghetto. Et donc, voilà, je tentais de dégager l'image du chef d'établissement dans ces établissements. Et dans la conclusion, finalement, on se rend compte qu'ils sont davantage associés à des technocrates qui sont vraiment braqués sur les règlements et pas vraiment sur des leaders, et encore moins des leaders pédagogiques au sein de ces fictions. Et donc, lorsque l'opportunité nous a été donnée de contribuer à ce tome 2, mais finalement, on s'est associés, Laetitia et moi, en se disant, mais tiens, quelle était la représentation des directeurs, mais dans vraiment d'autres types de films. Autant les premiers sont assez réalistes, voire même tournés vraiment dans des conditions réelles. Voilà, autant on pouvait se tourner vers d'autres directeurs, parmi lesquels Dumbledore, mais pas uniquement. Vous découvrirez l'autre directeur sur lequel nous sommes appuyés pour ce chapitre. Et donc, dans ces écoles vraiment atypiques, tiens, quelle est l'image de ces directeurs, et avec un appui sur la théorie du leadership transformationnel, qui nous a semblé d'emblée être finalement la théorie de leadership qui pouvait vraiment coller avec ces deux directeurs. Donc, alors pourquoi ce choix du leadership transformationnel? C'est cette caractéristique qui est liée au charisme qui est dégagé par le leader, au service du bien commun de l'organisation, et qui constitue finalement un enjeu majeur. Donc on s'est dit, là, il y a quelque chose à investiguer. Et donc l'idée, c'était de dégager au niveau des paroles, des actes de ces chefs d'établissement, hein, notamment du professeur Dumbledore, les caractéristiques qu'on retrouvait du leadership transformationnel. Et on a finalement investigué à la fois les aspects positifs de ce leadership, mais aussi un certain nombre de limites et de dérives. Alors, cette conception, hein, pour vraiment poser le cadre, donc le leadership transformationnel, un ensemble de comportements qui vraiment ont comme objectif de favoriser l'identification des employés, hein, on peut considérer ici les enseignants comme des employés, pour qu'ils poursuivent les objectifs et les valeurs du leader ou de l'institution. L'autre élément important dans cette théorie du leadership transformationnel, c'est finalement d'encourager les gens à se dépasser, à être motivés pour atteindre ces objectifs qui sont partagés, et on va également parler de valeurs au sein des institutions. Donc, des effets qui sont a priori positifs, augmenter l'engagement et le bien-être psychologique des employés. On verra qu'on s'en détourne un petit peu dans les fictions à certains égards. Alors, au niveau de notre grille de lecture, donc on n'est pas dans de l'analyse vraiment scientifique poussée, de quantifier les comportements, les paroles, mais on s'est appuyé sur des extraits qui nous semblaient vraiment significatifs. Et pour cela, on a pris une sorte de grille de lecture autour des comportements et des antécédents de comportements de leaders transformationnels. Alors, l'idée de confiance envers les employés, l'idée que ces leaders font preuve d'une certaine stabilité émotionnelle, et surtout d'un engagement envers les missions, envers les valeurs, envers la vision de l'établissement. C'est vraiment assez prégnant. Et des pratiques managériales, donc ces leaders font preuve finalement de considération individuelle envers leurs employés, ils les stimulent intellectuellement et ils ont une forme d'influence charismatique, et c'est justement cette caractéristique qui nous a fait penser que cette théorie était intéressante à investiguer. Alors, des extraits, et je vais passer la parole à Laetitia. Désolée, on va faire un petit peu de manipulation au niveau de... Alors, donc, on a analysé donc, plusieurs extraits d'Harry Potter, de nouveau. C'est pour ça que je suis de retour. Et on va vous présenter au fait ici certaines caractéristiques. On ne va pas passer par les 6, on va vous en présenter 3. Donc la première, c'est la considération individuelle. Donc ici, finalement, c'est la capacité du leader de voir plus que son employé, de voir aussi la personne qui a derrière l'employé. Et donc pour ça, on a choisi un extrait qui vient de nouveau de Harry Potter 5, donc c'est l'Ordre du Phénix.
certain nombre de choses que je voudrais dire. Professeur McGonagall, puis-je vous demander de raccompagner Sylvie à l'intérieur? Venez, ma chère. Oh, suivez-moi. Oh, merci. Merci, Albus. Dumbledore, dois-je vous rappeler, terme du décret d'éducation numéro 23 édicté par le ministère. Vous avez le droit de renvoyer mes enseignants. Vous n'avez en revanche pas le droit de les expulser de ce château. Ce pouvoir appartient encore au directeur. Pour l'instant. Donc voilà, donc comme on a pu voir ici dans l'extrait, au fait le professeur Trelawney est renvoyé par la grande inquisitrice après avoir reçu l'inspection et n'avoir finalement pas atteint les objectifs de cette inspection imposée par le gouvernement, enfin, par le ministère. Mais ici, voilà, même si l'inquisitrice a le droit finalement de renvoyer les enseignants, Dumbledore prend sur lui et lui dit non, vous pouvez renvoyer mes enseignants, mais vous ne pouvez pas les faire quitter le sol de l'école. Et donc, Mme Trelawney va donc rester dans l'école. Donc ici, finalement, ce n'est pas juste l'enseignant qui compte, c'est réellement la personne de Mme Trelawney. Alors, une autre caractéristique qui est importante, c'est la stimulation intellectuelle. Donc, ça veut dire que le leader transformationnel va pousser finalement les personnes qui travaillent avec lui à se dépasser et à se dépasser toujours dans cette vision commune de l'organisation. Et on a ici un bon exemple finalement qui est issu du tome 2 où Dumbledore a tout au long du film finalement stimulé intellectuellement une partie de son équipe afin de trouver une solution à un problème qui menaçait quand même la sécurité des élèves. Un peu de silence, s'il vous plaît. Avant que le banquet ne commence, j'aimerais que nous applaudissions le professeur Chourave et Madame Pomme-Fraîche pour avoir administré avec succès le filtre de mandragore à tous ceux qui avaient été pétrifiés. D'autre part, en raison des récents... Alors, ce qui est intéressant aussi dans la saga, c'est que finalement, cette stimulation intellectuelle, elle n'est pas attendue seulement des enseignants. Donc, par Dumbledore, il attend aussi finalement cette capacité de ses étudiants. Et notamment, on peut voir qu'au fil de la saga, il ne donnera jamais des solutions directement aux élèves quand ils vont rencontrer un problème. Il va toujours leur proposer une énigme ou une métaphore, ce qui va finalement les pousser à réfléchir. Notamment ici, donc vous avez l'image, donc c'est Harry Potter 3, donc le prisonnier d'Azkaban. Et on voit en fait les passages où Hermione et Harry vont retourner dans le passé. Mais Dumbledore ne leur dit pas quand ils doivent retourner réellement et qu'est-ce qu'ils devront faire une fois qu'ils seront retournés dans le passé. Il leur dit simplement, si vous réussissez ce soir, plus d'une vie seront sauvées. Donc il fait finalement appel aux étudiants, il leur dit de réfléchir et donc c'est eux-mêmes qui doivent réfléchir que voilà, l'autre vie sauvée sera celle de Buck, l'hippogriffe, et pas juste celle de Sirius. Mais comment vont-ils y arriver? Ils vont seulement le découvrir une fois qu'ils seront retournés dans le passé. Et c'est ce qui est assez impressionnant avec Dumbledore, c'est que cette stimulation intellectuelle, ce n'est pas seulement de son vivant qui va la provoquer chez ses étudiants, mais c'est aussi après sa mort. Et qui est... Voici ci-après exposées les dernières volontés et testaments d'Albus Perceval Wulfric Brian Dumbledore. Tout d'abord, à Ronald Bilius Weasley, je lègue mon déluminateur, un objet de mon invention dans l'espoir que, lorsque les choses lui paraîtront les plus sombres, il lui apportera la lumière. Dumbledore m'a légué ça? Oui. Super. Qu'est-ce que c'est? Oh,
cool. À Hermione Jean Granger, je lègue mon exemplaire des contes de Beadle le barde, dans l'espoir qu'elle les trouvera divertissants et instructifs. Maman me les lisait souvent. Le sorcier et la marmite sauteuse, Lapine à la babille et sa queue qui caquetait. Ah, voyons. Lapine à la babille. Non? À Harry James Potter, je lègue le vif d'or qu'il a attrapé lors de son premier match de Quidditch pour lui rappeler les bienfaits que procure la persévérance et le talent. Alors, c'est tout. Alors, on peut voir ici, donc Dumbledore a légué 3 objets, sans expliquer à quoi servent ces objets, même expliquer finalement en quoi ils consistent. Alors que ces objets, si vous connaissez un peu la saga, vous allez voir, certains sont vraiment plus qu'importants pour vraiment battre Voldemort. Et on peut d'ailleurs voir à la fin la déception sur la tête du ministre, qui lui s'attendait justement à avoir une révélation, à avoir une piste pour pouvoir vaincre Voldemort. Alors, la troisième caractéristique qu'on a choisi d'analyser aujourd'hui, c'est l'influence charismatique. Et c'est notamment en fait, cette capacité qu'a le leader de faire passer une vision commune, mais une vision qui finalement est bénéfique pour tous. Alors, dans le cadre d'Harry Potter, cette vision commune, c'est la vision d'un monde dans lequel les sorciers et les moldus vont vivre en paix. Et donc, c'est finalement un combat contre les forces du mal. Et on peut voir qu'au moment les plus critiques de la saga, où vraiment le mal revient, Dumbledore continue à avoir ce même discours et à le partager avec ses élèves. Je vous souhaite à tous le bonsoir. Merci. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter le tout nouveau membre de notre équipe, Horace Slughorn. Le professeur Slughorn, et j'en suis heureux, a accepté de reprendre son ancien poste de maître des potions. Quant aux cours de défense contre les forces du mal, ils seront assurés par le professeur Rogue. Comme vous l'avez constaté, chacun et chacune d'entre vous a été fouillé ce soir à son arrivée. Vous avez le droit de savoir pourquoi. Jadis, il y avait un jeune homme qui, comme vous, s'est assis dans cette salle, a emprunté les couloirs de ce château, a dormi sous son toit. Aux yeux de tous, il semblait être un élève comme un autre. Il s'appelait Tom Jedusor. Aujourd'hui, bien sûr, il est connu dans le monde entier sous un autre nom. Et c'est pourquoi, ce soir, tandis que je me tiens devant vous, je me rappelle une chose importante. Chaque jour, à chaque heure, à l'instant même, peut-être, les forces du mal essaient de pénétrer les murs de ce château. Mais en fin de compte, leur meilleure arme, c'est vous. Gardez bien cela à l'esprit. Maintenant, tous au lit, hop, hop. Voilà, donc ça c'était vraiment la dernière caractéristique qu'on vous présentera aujourd'hui dans les aspects positifs. Donc on voit ici de nouveau ce combat des forces du bien contre les forces du mal et à nouveau une sorte d'énigme peut-être lancée à un étudiant en particulier dans l'auditoire qui représenterait ces forces du mal. Voilà, alors pour terminer, comme je vous le disais en introduction, donc on a effectivement un ensemble de comportements et de pratiques qui sont vraiment les plus représentés à l'écran, comme l'a bien illustré Laetitia avec les extraits. C'est la considération individuelle, la stimulation intellectuelle, et alors tout ce qui permet finalement de motiver et d'inspirer
les professeurs, mais également les élèves de l'école. Alors, on a effectivement dégagé tout un ensemble de limites et de dérives à ces leaders. Alors, deux exemples assez frappants et qui vont certainement parler à la majorité d'entre vous. Alors, le premier, c'est par rapport à la confiance. Alors, Dumbledore accorde de la confiance à ses professeurs. On le disait tout à l'heure, ils n'ont pas de compétences pédagogiques et donc il confie effectivement à Hagrid un cours dans lequel finalement Dumbledore va surestimer les compétences pédagogiques de l'enseignant, d'Hagrid, et il va finalement permettre la présence d'un hippogriffe, donc une créature qui est connue pour pouvant être dangereuse et qui est considérée comme telle par le ministère et qui va blesser finalement un élève lors de ce cours. Donc, un premier exemple de limite à cette confiance. Un deuxième exemple, alors la stimulation intellectuelle, c'est bien, il stimule intellectuellement Harry en le plaçant dans des situations qui présentent finalement une forme de défi pour lui, mais une situation excessivement dangereuse lorsqu'il part à la recherche des Horcruxes. Donc voilà, on ne vous a pas remis l'extrait, mais une image qui illustre finalement cette situation assez dangereuse dans laquelle il est plongé. Alors, en quoi est-ce qu'il peut être considéré tout de même comme un leader exemplaire? Alors, effectivement, il y a une forme d'influence, leadership, influence sur les autres, mais également une influence qui va tendre à un certain moment vers la manipulation. Lorsque il utilise Harry en début d'un épisode pour attirer le professeur Slughorn à nouveau dans l'école, finalement, il l'utilise vraiment comme appât parce qu'il dit qu'il est talentueux, célèbre, puissant et que ce sont des valeurs que Slughorn apprécie. Donc là, l'intérêt pour la mission et le fait de le ramener dans l'école passe avant les individus qui ont pourtant confiance en lui. Alors, il y a aussi l'idée du caractère élitiste. Il n'y a pas qu'à notre niveau qu'on l'a dégagé, mais il y a vraiment ce caractère élitiste parce qu'il va montrer son influence surtout à l'égard de certains élèves qui sont célèbres comme Harry et ou doués, par exemple Hermione. Donc tout de même une certaine forme de sélectivité par rapport à l'influence qu'il va exercer auprès des élèves et une forme d'ambiguïté au niveau des règles. Donc les règles, finalement, il est censé les créer mais aussi les faire respecter et finalement à nombreuses reprises, il va les contourner, il va les utiliser finalement à ses propres desseins, ou en tout cas à des desseins supérieurs par rapport à la mission de l'établissement. Et donc, finalement, on pourrait se poser la question des intentions qu'il poursuit quand il encourage les élèves à désobéir, ce qu'on ne peut pas attendre nécessairement d'un chef d'établissement. Alors, et d'un point de vue, pour terminer, plus réflexif par rapport à l'apport de notre chapitre, de notre analyse au sein des séances d'éducation, c'est que finalement, voilà, on a dégagé, tant mes collègues que moi-même dans le premier tome, l'idée que les fictions, elles peuvent tout de même amener à comprendre l'école, mais également comprendre ce qu'est un bon ou un moins bon directeur d'établissement. Alors, elle permet également, de notre point de vue, d'appréhender tout de même certaines dimensions du leadership en illustrant les éléments positifs de ce leadership, mais également les dérives. Et finalement, elles peuvent montrer comment une certaine théorie du leadership peut se matérialiser, être vraiment observable chez les leaders, tout en montrant les dérives également d'une ou l'autre approche du leadership. Donc voilà, nous concluons en pensant finalement que notre chapitre, c'est tout de même un support qui est pertinent et qui est original dans le cadre de la formation et ou de l'accompagnement des directions pour approcher cette question du leadership et de la manière dont elle s'exprime de manière concrète. Et donc l'autre leader que nous avons présenté dans notre chapitre avec Laetitia, c'est le professeur Xavier au niveau de la saga X-Men. Donc si vous voulez découvrir en quoi il est également un leader transformationnel, voilà, on vous invitera à lire notre chapitre. Merci.